Grand plaisir de vous voir tous et toutes réunis ici. Je suis Yuri Louvertongen, co-organisateur de cet événement, chercheur en sciences politiques ici à l'Université de Saint-Louis. Et je suis chargé de modérer ce premier panel qui correspond au premier axe de réflexion de nos 2 journées d'études, qui est un axe qui porte explicitement sur l'histoire des migrations en Belgique et qui vise à explorer justement l'enjeu des migrations en Belgique dans cette perspective historique, en partant peut-être d'un constat qui a été partiellement abordé par Martin dans son introduction, que l'histoire des migrations en Belgique et en tant que telle demeure encore relativement peu investie dans notre royaume. Je dis ça tout en rappelant, comme l'a fait d'ailleurs Martin Delex, que plusieurs éminents noms nous viennent à l'esprit lorsqu'il s'agit d'aborder l'enjeu des migrations en Belgique sous l'angle historique. Martin parlait évidemment de Anne Morelli et de son ouvrage collectif fondateur en 1992, qui retraçait peut-être l'histoire, peut-être pour la première fois l'histoire des populations belges venues d'ailleurs de la préhistoire à la période contemporaine. Celui évidemment de Frank Castecker et de ses travaux sur l'évolution de la politique migratoire et le statut de l'étranger en Belgique. Je précise que du coup, M. Castecker de l'Université de Gand nous fait l'immense honneur d'avoir accepté d'être le discutant pour ce panel. Nous l'en remercions vivement. Et donc ce panel-ci a vocation, avec nos 4 chercheurs et chercheuses que je vais présenter dans une seconde, à poursuivre ce travail d'analyse de l'histoire des migrations en Belgique. Et donc pour cela, nous avons l'immense plaisir d'écouter tout d'abord à ma gauche Hajar Oulad Bentaïb de l'UCL Saint-Louis, qui est diplômé agrégé en histoire et en socio-anthropo et qui est actuellement assistante chargée d'enseignement dans ces murs. Tes recherches, cher Hajar, portent sur l'histoire bruxelloise, sur l'histoire migratoire, mais aussi particulièrement sur la mémoire des immigrés en Belgique, et je précise que tu es une des co-organisatrices de cet événement-ci, et donc sois la bienvenue. Le titre de ton intervention: la prise en charge des femmes immigrées marocaines et turques par vie féminine à Molenbeek-Saint-Jean entre 1964 et 1974. Je crois savoir que c'est une présentation qui croise du coup tes objets de recherche de thèse que tu es en train de rédiger actuellement. Nous passerons ensuite, et je pense que c'est dans cet ordre-là, avec Stein Carpentier, de la KU Leuven, chercheur en histoire, mais également dont les sujets d'intérêt croisent les objets multiculturels et interreligieux. Tu fais, me semble-t-il, actuellement partie d'un projet interdisciplinaire qui s'appelle Négocier la solidarité, que tu travailles, je cite, à une meilleure compréhension des relations entre les acteurs de la société civile flamande et les travailleurs invités venus en Belgique entre 1960 et 1990. Et le titre de ta présentation, que tu feras en anglais, me semble-t-il, Activism and Antagonism, Foreign Language Union Press by Moroccan and Turkish ACV-CSC Militants between 1973 and 1985. Thank you, Stein, for your involvement in our study days. Troisièmement, nous avons le plaisir de recevoir également Eva Eckert, je prononce bien? All right. De l'Université de Gand. Eva est doctorante à l'Université de Gand et a un mémoire de maîtrise qu'elle a intitulé La politique d'asile hongroise s'oppose-t-elle à la politique d'asile européenne? Et donc un objet qui croise notamment des éléments amenés tout à l'heure par Martin Delex. Tu as poursuivi tes recherches sur la gouvernance des politiques d'asile en contribuant notamment à une analyse de ces politiques d'asile dans des contextes de multi-level governance, comme par exemple la Belgique, comme on le disait tout à l'heure. Ton titre, que je traduis directement en français, j'espère que tu m'en voudras pas: Gérer les lacunes du système d'asile, la politique de protection belge à l'égard des demandeurs d'asile yougoslaves dans les années 90. Merci également, chère Eva, et sois la bienvenue parmi nous. Et enfin, le 4e intervenant, Andrew Crosby, qui a réalisé sa thèse à l'Université libre de Bruxelles avec André Area, qui porte le titre The Autonomization of Migration Policy, actuellement à l'UC Louvain, et s'apprête, je fais rapide, Andrew, tu m'en voudras pas, à développer un projet de mise en œuvre des politiques d'externalisation des politiques migratoires dans un contexte gambien.
Sois le bienvenu, Andrew, et tu nous présenteras un papier issu, je suppose, de ta thèse de doctorat, vu le titre, Autonomie des migrations, industrie migratoire et le rôle de l'État. Donc voici le programme de cette prochaine heure. J'espère que vous êtes tous et toutes bien installés. Merci à tous les intervenants. Je suis chargé de faire un petit peu la police des débats et j'en suis désolé. Nous avons environ 15 à 20 minutes grand maximum par personne pour présenter vos recherches. Je ne manquerai pas 5 minutes avant la fin de votre intervention de vous le signaler, par exemple comme ça. Vous saurez à ce moment-là que vous reste 5 minutes. Merci encore à tous les quatre et je donne la parole à ma collègue Hajar. Merci Louis. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie aujourd'hui de présenter effectivement la problématique qui m'occupe en ce moment et qui est en fait une partie de ma thèse, puisque dans le cadre de mes recherches, j'élargis cette question à Bruxelles et dans un cadre aussi temporel un peu plus important. Mais donc, vous le savez sans doute, dès la naissance, dès sa naissance, donc dès l'indépendance de la Belgique en 1830, notre pays va se distinguer par la formation et la mise en opposition de groupements philosophiques et idéologiques différents. Donc, à l'origine, on aura effectivement cette opposition très très importante entre le pilier libéral et le pilier catholique, qui vont ensuite être rejoints à la fin donc, du XIXe siècle par le POB avec sa création donc, en 1885. Et donc, dans ce paysage de pilarisation, dans ce contexte, on constate, sur base de la littérature et des sources primaires, que ce sera le mouvement catholique, donc le pilier catholique, qui sera le plus actif pour proposer un accompagnement aux immigrés qui vont s'installer en Belgique de manière croissante et assez importante après surtout la Deuxième Guerre mondiale. Ça sera le cas pour les Marocains et les Turcs notamment, qui vont arriver donc en Belgique en 1964 dans le cadre justement de ces accords bilatéraux qui sont signés la même année. Donc en 1964, 2 accords sont signés d'une part avec le Maroc et d'autre part avec la Turquie. Et donc, en ce qui concerne la population féminine, donc les femmes, les Marocaines et les Turcs qui vont arriver, notamment dans le cadre de la disposition juridique qui est le regroupement familial, eh bien, on se rend compte que très très vite, ces immigrés vont être approchés par 2 associations féminines traditionnelles rattachées au parti traditionnel. D'une part, les femmes prévoyantes socialistes, donc l'association rattachée au pilier socialiste, et d'autre part les ligues ouvrières féminines chrétiennes, donc attachées au pilier catholique. Et contrairement aux femmes prévoyantes socialistes qui vont en fait considérer cette question de l'accompagnement des femmes immigrées comme étant assez secondaire, on se rend compte que les ligues ouvrières féminines chrétiennes vont très très vite réagir à cette présence immigrée en mettant en place dès 1947 un groupe immigré qui deviendra en 1960 Action Immigrée et qui sera en fait une des toutes premières structures qui apportera une aide concrète, un accompagnement aux femmes immigrées qui arrivent sur notre sol et donc en les mettant notamment en interaction, donc en joignant aussi bien des immigrées italiennes, grecques, espagnoles et puis marocaines et turques qui arrivent dans les années 60. Et c'est donc l'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est de présenter cette structure, cette action très concrète des ligues ouvrières féminines chrétiennes qui deviendront en fait Vie féminine, qui changeront de nom. Et qui donc sera, comme je le disais, une des toutes premières structures à venir en aide aux femmes immigrées. Et donc, dans le cadre de ma présentation aujourd'hui, je vous propose tout d'abord de revenir sur les trajectoires migratoires des femmes immigrées qui sont l'objet de ma recherche, donc les Marocaines et les Turques, pour ensuite s'intéresser justement aux ligues ouvrières féminines chrétiennes, qui deviendront, je le disais, Vie féminine, et pour analyser leur prise en charge dans l'une des communes les plus emblématiques de la présence immigrée à Bruxelles, qui est celle de Molenbeek-Saint-Jean. Alors, je le disais tout d'abord, qui sont ces femmes qui arrivent dans ces années 60 ?
La majorité des femmes marocaines et turques qui arrivent dans les années 60 vont être issues, à l'instar de leur mari d'ailleurs, de régions rurales, donc au sein de leur pays d'origine. Cette population féminine qui arrive et qui est majoritairement analphabète va arriver, je le disais, dans le cadre du regroupement familial, qui est donc cette disposition juridique prévue dans le cadre des accords qui sont signés en 1964. Et c'est uniquement, en fait, dans ce cadre-là, pratiquement, que la majorité des femmes immigrées arrivent sur notre sol, d'autant que leur présence en Belgique n'est envisagée de la part du gouvernement que dans leur potentiel à participer au repeuplement de la Belgique. Puisque, vous le savez, dans les années 60, 2 rapports vont être rédigés et viennent en fait tirer la sonnette d'alarme sur le vieillissement de la population, notamment wallonne. Et donc c'est dans cette perspective d'échanger la courbe, si je puis dire, de ce déficit démographique que ces femmes vont être donc invitées à rejoindre leur mari. Arrivées en Belgique, ces femmes marocaines et turques vont découvrir bien leur nouvelle situation de vie et leurs nouvelles conditions de vie qui vont être assez difficiles. Elles se trouvent confrontées à de nombreux problèmes, tels qu'une langue non maîtrisée, une culture méconnue, mais aussi plus globalement à l'absence d'un logement décent. On le sait très bien, le problème du logement décent pour les immigrés dans ces années 60-70 est vraiment un des problèmes centraux. Elles sont bien souvent hébergées dans des logements insalubres, étroits, dans des conditions de vie assez précaires. Et contrairement à leur mari, aux hommes qui vont vivre l'immigration dans un cadre communautaire, les femmes immigrées sont en fait se retrouvent confrontées à une solitude assez importante, puisque les possibilités d'interaction avec la société d'accueil sont en fait assez limitées. Et donc, pour celles qui n'ont pas travaillé, par exemple, eh bien, je le disais, elles se retrouvent, contrairement à leurs hommes et à leurs maris, vraiment isolées du reste de la société. Et c'est ainsi qu'on peut se poser cette question de l'interaction et des possibilités d'interaction qui leur sont offertes lorsqu'elles arrivent en Belgique. Et l'une de ces possibilités, eh bien, ce sont ces activités associatives que je présentais dans mon introduction et qui vont être proposées par ces partis traditionnels, ces prises en charge traditionnelles que sont les femmes socialistes et les femmes chrétiennes, donc catholiques ici. Alors, cette structure que je vous propose ici de découvrir si vous ne la connaissez pas encore, qui sont donc les Ligues ouvrières féminines chrétiennes, qui deviendront, je le disais aujourd'hui, plus communément appelées, on les appelle tout simplement Vie féminine. Eh bien, cette fédération des Ligues ouvrières chrétiennes est créée en 1920. Cette fédération qui, en fait, est divisée en 2 branches, une branche flamande et une branche francophone, donc les Ligues ouvrières féminines chrétiennes francophones. Cette action, elle a à l'origine pour but, pour public cible, si je puis dire, toutes les femmes du monde ouvrier, mais elles vont principalement attirer les femmes au foyer dans un premier temps. Et donc ce mouvement va connaître des évolutions qui vont d'ailleurs se répercuter, vous le voyez ici, dans même leur appellation, hein, et qui vont en fait être touchées de plein fouet par toutes les transformations de notre société, hein, en plein contexte de sécularisation, de changement des mentalités, de revendications sociales très importantes des années 60 et 70. On se rend compte donc que cette structure change de nom jusqu'à perdre son adjectif chrétien pour devenir en 1976 Vie féminine, mouvement d'éducation permanente. Alors, cette structure elle a pour caractéristique de s'organiser à 3 niveaux et donc être en fait assez bien organisée, hein, avec des sections au niveau donc, national, régional et puis local. Alors, concernant cette action spécifique qui va être créée et destinée aux femmes immigrées et qui aura comme nom, je le disais, Action immigrée, je le disais, elle est vraiment pionnière. Donc, les Ligues ouvrières féminines chrétiennes sont vraiment pionnières en la matière en créant dès 1947 ce groupe
destinée donc à l'accompagnement des femmes immigrées. Donc 1947, on est 1 an après la signature de l'accord avec l'Italie, en 1946, qui prévoit l'arrivée d'Italiens en Belgique. Et puis dans les années 50, vous savez, des accords qui sont signés en 56, on a avec l'Espagne et puis la Grèce, et puis les années 60, donc avec le Maroc et la Turquie, je le disais. Mais donc, cette politique d'entraide qui va être mise sur pied par Action Immigrée va consister essentiellement à mettre en place un travail de conscientisation des femmes migrantes et à les aider donc dans leur accès à la promotion sociale. Ces activités proposées aux femmes immigrées vont être une réelle opportunité de socialisation et vont permettre à ces Marocaines et aux Turcs des années 60, qui arrivent dans les années 60, d'entrer en contact avec la population belge, mais pas que, d'entrer aussi en contact avec des femmes avec lesquelles elles partagent en fait la même identité sociale, l'identité ouvrière, les femmes immigrées, les femmes italiennes, je le disais, espagnoles, grecques notamment, et italiennes, grecques et espagnoles. Alors, avec cette organisation très spécifique, je le disais, au niveau national, régional et local, on constate que ces ligues ouvrières vont organiser à Bruxelles, et notamment dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean, des activités à destination des femmes immigrées. Et donc, à l'instar de 2 autres communes, on a des activités qui sont organisées aussi à Saint-Josse et à Schaerbeek, il y a un groupe de femmes immigrées qui s'organise à Molenbeek-Saint-Jean et qui va être en fait la section la plus importante, qui va attirer en tout cas en termes de nombre, de chiffres, le plus de femmes immigrées. Alors ces activités sont organisées, donc elles se localisent dans l'église Saint-Jean-Baptiste, qui est en fait une église qui se situe sur le parvis historique, hein, le cœur du Molenbeekois, le parvis Saint-Jean-Baptiste. Et on a cette grande église-là qui va accueillir ces activités à destination des femmes immigrées. Et selon un rapport d'activité que j'ai retrouvé donc dans les archives, qui est réalisé en 1973, on y lit que ces femmes y viennent pour coudre, couper, coudre et raccommoder des vêtements d'enfants, du mari et d'elles-mêmes. Quelques-unes venaient parce qu'elles se sentaient toutes seules chez elles, et au cours, elles pouvaient passer des moments agréables et trouver des amis. Alors, au niveau de l'organisation pratique de ces cours, on sait que voilà, il y a la barrière de la langue, et on sait que ça va être aussi une opportunité pour ces femmes de participer à des cours de langue qui vont aussi être organisés au sein de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et donc, ces activités, ces discussions sont menées en fait essentiellement à l'aide d'images et de diapositives, et certaines immigrées présentes essayent donc de jouer le rôle d'interprète pour pouvoir assurer la communication entre ce groupe d'immigrés issus de différentes nationalités. Cette prise en charge inédite des femmes marocaines et turques dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean n'est toutefois pas totalement désintéressée. En effet, les objectifs qui vont être poursuivis par Vie Féminine, donc par les Ligues ouvrières féminines chrétiennes, donc Vie Féminine, consistent surtout à former, d'abord à trouver et puis à former des futures militantes qui vont à terme rejoindre le mouvement. Ainsi, il faut bien entendu penser aussi en termes de propagande ces activités et ces séances régulières qui vont être organisées à destination de ces femmes auxquelles on présente le mouvement de Vie Féminine et auxquelles on essaie aussi d'obtenir leur adhésion au mouvement. Alors, les sections locales vont donc être encouragées par les instances supérieures de Vie Féminine à repérer les immigrés qui peuvent intégrer les réunions d'action immigrée au niveau régional et national. J'aime beaucoup cette photo que j'ai retrouvée dans les archives, dans la revue de Vie Féminine, et vous le voyez ici, c'est un des colloques, des journées de mobilisation du mouvement, et vous avez ici sur cette image, hein, sur le panel donc, des intervenantes, une femme immigrée. Alors on ne sait pas si elle est de nationalité turque ou marocaine, mais en tout cas, on a ici donc la preuve que le mouvement ne cherchait pas simplement à venir en aide à ces femmes, mais bien à les intégrer, à les former et à faire en sorte effectivement qu'elles soient elles-mêmes des militantes du mouvement. Alors, à côté des sections locales qui sont implantées dans chaque commune bruxelloise, pas dans chaque commune, mais dans certaines communes, et je le disais à Molenbeek-Saint-Jean, on retrouve une activité phare des Ligues ouvrières féminines chrétiennes qui est l'organisation des consultations de nourrissons
et qui vont en fait accueillir un public de fait immigré. Et ces consultations de nourrissons vont être en fait dans le parcours de ces femmes immigrées marocaines et turques une véritable opportunité, encore une fois, d'entrer en contact avec la société et de pouvoir s'intégrer au sein de cette société en collectant les informations nécessaires pour pouvoir justement s'intégrer au sein de cette société. Alors, lorsqu'on interroge ces femmes immigrées marocaines et turques, on se rend compte vraiment que ces activités, ces consultations de nourrissons sont vraiment de première importance pour elles, pour pouvoir justement s'assurer la collecte des informations nécessaires dans le cadre donc de leur trajectoire migratoire. Alors à Molenbeek-Saint-Jean, on a 2 consultations de nourrissons qui sont organisées, et bien souvent ces consultations de nourrissons sont organisées au sein du même quartier, au sein de la même rue, des fois que des consultations de nourrissons qui sont organisées par le pilier rival, si je puis dire, hein, le pilier socialiste, par les femmes travaillantes socialistes, qui en fait, dans un contexte en fait de concurrence, hein, recherche donc l'adhésion des femmes, et qui dit adhésion des femmes dit plus long terme aussi l'adhésion de la famille et du mari au sein du pilier, et on le sait très bien dans le contexte de pilarisation, l'idée derrière est qu'en fréquentant la consultation de nourrissons rattachée à un pilier, eh bien on fréquentera l'ensemble des structures rattachées au pilier, telles que l'hôpital, l'école, la mutualité, le syndicat, etc. Voilà, je pense que je vais devoir clôturer et arriver donc à ma conclusion. Et donc, je le disais, à une époque où la société belge subit une forte pilarisation de ses structures, les mouvements chrétiens vont vraiment être les plus actifs concernant la question de l'immigration. Cette prise en charge, je le disais juste avant, doit être impérativement replacée dans ce contexte de concurrence important entre le pilier chrétien et le pilier socialiste. Et voilà, donc je vais aller assez vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je clôture donc en disant effectivement que l'attachement des femmes immigrées, notamment des Marocaines et des Turques, dernière arrivée, va permettre au mouvement de vie féminine de lui donner un second souffle. Et Vie féminine va ainsi mettre en place une politique cohérente en développant des actions sur le terrain proches des femmes immigrées pour pouvoir justement, je le disais, faire en sorte d'obtenir leur adhésion. Ces lieux qui doivent, du point de vue des immigrés, être vus bien entendu tout d'abord comme des lieux de socialisation et des lieux d'interaction avec cette société d'accueil. Après 1974, on sait qu'on rentre après dans un second chapitre de l'histoire de l'immigration et d'une immigration temporaire. Eh bien, elles devront à ce moment-là effectivement repenser leur projet migratoire et le penser effectivement sur le plus long terme en parlant à ce moment-là plutôt des questions d'intégration. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Ajar. Je vais passer la parole à Stén Carpentier, mais je suis en train de me demander si c'est pas plus simple que vous veniez... Ah donc Stén Carpentier de la KU Leuven, qui nous fait une présentation sans doute en lien quelque part avec le propos de Ajar, puisqu'on continue de réfléchir et de penser l'immigration à l'intérieur du pilier chrétien, ou du rôle du pilier chrétien, ici le syndicat chrétien plus précisément, dans l'intégration des primo-arrivants marocains et turcs. La parole est à toi. Thank you for the introduction, and indeed I will immediately connect to the previous presentation because I was very happy to hear that Hajar also talked about these very early connections between labor migrants coming to Belgium from Italian, Polish, Greek, but also from Moroccan and Turkish descent, and the Catholic pillar or the Catholic workers movement in a sense. And also talking about features of Belgian uniqueness in this field of migration studies, it's very important to mention that this very early connection to the pillar and to the trade movements in Belgium was something unique for Belgium. We don't see this in France, we don't see this in Germany. It took way longer for them to connect in a constructive manner, but here in Belgium, immediately after the Second World War, as Hajar has explained, there were these early connections, these feats of activisms towards migrants. But indeed, there was some self-interest. The Catholic Labor Union had the idea to attract, make acquaintance with, and then integrate migrants within their movement to become militants. But they never considered that these migrants might already be militants themselves. And this is my main question today. So
throughout my presentation, I will be looking at two trade union magazines that were financed by ACV, the Catholic Labor Union, but were being redacted by Turkish and Moroccan or Arab labor migrants. And so the general deal was simple. They get a labor union paper that was to appear monthly, 4 pages up to 6 pages, and they were to inform their constituents, so other Moroccan or Turkish labor workers, about affairs within the labor union. Very simple idea. But then after 5 issues, we see that there was already some struggles, because Le Travailleur Arabe, the Arab paper, published a very controversial issue of their paper, and it was filled with blood spots. And they weren't talking about the trade union, or they weren't even talking about Belgium. They were basically writing an opposition paper to the Moroccan government. The Moroccan government that they deemed bloody, repressive, and even fascist. And at that point, ACV was very clear in its communication to these militants. You cannot talk about politics or Arab politics in this labor magazine anymore. But of course, they had one big advantage, and that is that the ACV militants, they could not read Arabic or Turkish. And we see it mere 3 years later, that the Turkish paper, after the 1st of May massacre in 1977, publishes an article very much in the same sense, also calling out the Turkish regime at that moment, a military regime, for being fascist and even going on the genocidal track. So very provocative, very controversial way of speaking. And within international literature, this is not something new. In the last 5 years, the last 10 years, there has been this recognition of labor migrants coming to Europe already being very politicized, and especially those that connect to the trade unions. They were politicized members of opposition parties. They were syndicalists before, even though the unions in Europe didn't really recognize or know this. But then so the new questions become, what are actually their drivers or goals? And this is what I want to talk about today using these papers. First, I will look at how they understood themselves and their role within the labor union. Second, I will talk about I will give some more explanations on their goals and how their goals connect to the different strands of international policy. And then third, I want to explore a little bit how these goals came to differ with ACV's goals and how this led to a disintegration of their cooperation in the 1980s. But so starting off, first things first, how did they see themselves, or how did they write about themselves within the labor union? And I explore different strands, different levels of their identity within the labor union, also from an intersectional perspective. And the first trend is very much expected. They self-identified as workers, as part of the proletarian masses, and they self-identified as part of the international workers class. So far, this is all expected, and ACV, so the trade union, also very much applauded this approach that they had. But of course, they also knew that they weren't just the same as European workers. They had this very specific background from Morocco and Turkey, and this set them apart from other labor workers. From Belgian nationals, but also from the Italian, Polish, and Spanish labor workers that were already in Belgium. If not by their culture, their religion, their daily values, then by their juridical status. They were not a part of the European member states, so their status as workers in Belgium was extremely different from that of other labor migrants. So this is a third kind of sphere they self-identify on. But then, and this is also something that the trade union did not expect, they differentiated themselves between these movements of Moroccan and Turkish labor migrants. And so at one point, the Arab section of ACV defines itself as the upper class of Maghrebi activists in Europe. And basically they did this because they had two claims. One, they were the first to arrive in Belgium. And so we are talking in the year 1964, 1965, they were the ones who had the most chances to learn the languages. They had the ones to be the fastest to acquaint themselves with trade unionism in Belgium. But they also pushed the narrative
that they were the wanted labor migrants. They were the labor migrants that Belgium needed to man the mines, but also indeed to repopulate the country again. And they contrast this to later labor migrations at the late 60s and the start of the 1970s, when labor migrations had a more irregular nature. And there was a problem of an overflooding of the market within the discourse of the Catholic Trade Union. So this is their first claim to being the upper class. And then secondly, they also claim to be an upper class because they had this background in activism and in syndicalism. Because they themselves were syndicalists in Morocco and Turkey, but this is something that ACV didn't know, nor recognize in their working together over multiple decades. And of course, they're not only just activists, they describe themselves as activists who hate the government. They are part of a political counter movement, a political counter discourse to the Moroccan movement, Moroccan government in Morocco, and to the Turkish military government starting from the late 1970s. So they were very specifically tied to this political discourse, and not especially a trade worker discourse. And we see this also in the Turkish journal. The Turkish journal, which started off more on a playful way, publishing comics about the Turkish government being anti-democratic, the Turkish government being unable to economically sustain its own peoples, but then also turning to the Turkish government being fascist and going on the genocidal route, being very oppressive and also murderous. So we see that these things are very prevalent in these trade union papers. Mind you that they were not to talk about any political issues. So if I talk about how they see themselves, I want to stress that this was a feature of continuity. They had been political activists before, they had been trade unionists before, and they very much still connected to their homeland or their country of origin when they talked about their own activism within the Christian trade union. And this is not at all what ACV expected, nor could they very much cope with this, because all their bans on political topics were basically immediately ignored. And of course, these trade unionists did talk about the issues of workers in Belgium. They had goals to inform and to accommodate Belgian workers, but these have been explored in other literature. What I want to talk about today is how they connected these goals to other international strands of discourse within the labor movement, but also in the political movement that were these labor migrants from the Middle East and Turkey. And so on your right, you will undoubtedly recognize Nasser. And they very much connected to his ideas of pan-Arabism. Justice for the Arab world, justice for the Middle East, but also his ideas of non-alignment. The idea that the third world was being neglected by the first and the second world within a Cold War context, and that they themselves, workers from an Arab background, and this is obviously from Travel Arab and not from the Turkish section, they themselves were the victims of this world policy because they were brought to Europe to reinstall the power of Europe over other parts of the world. So a very contrasting idea to what labor migration was to be in the Belgian mind. And on the left you see Mehdi Ben Barka, and Mehdi Ben Barka was, just as they were, a political activist, an opposition member. He was the leader of the most important opposition party in Morocco, and he had left for Europe as well. Why is he so important? He was disappeared, as they call it, but everybody knew he was murdered by the Moroccan regime while he was in Paris. And this is something that, of course, hit very home to these opposition members in Belgium as well, because this is something that could happen to them as well. And so Mehdi Ben Barka was seen as a martyr of the movement. He was seen as a figure to keep in mind what could happen, because the extent of the Moroccan regime, even in Europe, was very large. And on the international plan, there was no real, there was no movement to try to stop the Moroccan state or the Turkish state from reaching out and having their grasp on these labor migrants. And so we see that within their
attempts to sensitize the Belgian public to these different problems, they connect to other communities of labor migration, and in this case, the Greek labor migrants. Greece, who of course, in the beginning of the 1970s had a military junta, which also, again, we see the same narrative of the junta being fascist, very murderous, bloody regime. So they tried to connect to other groups of migrants to try and sensitize the Belgian public. And when this fails, they try to connect to another network, a network of international NGOs that was reaching out and growing in the 1970s. And so they start connecting their own problems, so for example, famine in the Middle East, with famine in Sub-Saharan Africa and famine in Southeast Asia. So they try to connect their discourse, their dialogue, to international movements, international human rights as well, to try and gain some footing within Belgium to sensitize people about their context. And so when I talk about my goals, I want to stress that their goals very much overlap. They don't see themselves as migrants in Belgium and that's it. No, they connect themselves to the politics in their homeland, to an international politics within a Cold War context, but also within new dynamics of globalization. Yes, perfect. So that's 5 minutes, right? Mm-hmm. Perfect. So we have these different goals, an international embedding of these labor migrants, but they did this on their own terms with, as we have seen, very controversial language that was not endorsed and even condoned by the ACV. And now in this last part, I want to talk about how these oppositions, how these antagonisms between the trade union on one side and trade union activists who they wish to integrate led to problems. And so for the trade union, they kept stressing over and over again that the main goal of these magazines was only to inform other guest workers, to mobilize them for events, for trade union rallies and so on, and to keep the connection between the militants and the constituency so they could be representative in elections. And indeed they did this. It's not that they disconnected themselves from the ACV, and when we look at the Turkish paper or even Travel Arabe, we see that they constantly publish articles on trade union manifestations that have nothing to do with foreign labor migrants. And for example, this is one about working and living, but also traveling to and from Brussels, something that was a very domestic topic. And so they keep connecting to this, and they also connected to other events, other manifestations of the Turkish labor union. And this next anecdote is very telling. You see a picture from the anti-rocket placement movements or manifestations that were held in the late 70s. And the Turkish section of ACV was very much visible part of this manifestation. And they very much aligned themselves with the general lines of ACV. They were against the placement of rockets, and they were against a further escalation within a Cold War context. And so when they talked about this in their first magazine, the magazine before the month of the manifestation, they explicitly say that they were hoping for mutual solidarity. When we show ourselves in solidarity with a topic that was Belgian or European, we could also expect solidarity back. In the magazine a month afterwards, however, the disillusion became fully true. Because when the Turkish militants heard that Turkish ministers were very angry with them for trying to oppose the placing of rockets in Europe, which Turkey at that point was in favor of, some ministers had tried to take away the Turkish nationality from workers in Europe. And so when the Turkish faction reacted to this new move by the political oppressive movement and tried to gain solidarity but also sensitize the Belgian public opinion on the practices of this government, they were not heard. So the mutual solidarity that they hoped to attain by being part of this manifestation, they did not get at all. And so we come to a very ambiguous relation between ACV, the trade union, and these sections at the beginning of the 1980s, where they were undoubtedly connected and embedded within the movement, if not only for financing, but at the same time, they had very much and very big criticisms toward ACV.
Because they were promised that they could be activists within the union. They could promise that they could integrate and be themselves and keep their owners. But at the same time, the public opinion and also the trade union opinion did not follow this discourse. So then to conclude, I talked about these labor migrants and these militants within the union being a feat of continuity, the same topics that they were fighting for in their countries of origin, they fought for in Europe, and they connected them to international goals to try and seek footing within European networks of activism. But at the same time, they felt that their own initiative and their own narratives were not accepted by the trade union in the 1980s. And of course, when we talk about the 1980s in Belgium, we see that this is an age of growing crisis, growing unemployment, especially among guest workers or migrant laborers. And this, I argue, is part of how we can explain the rupture between these foreign audiences at one hand and Belgian trade unions at the other hand. If you have any more questions, I very much welcome them, but you can also contact me using this link. Thank you very much, Stijn. We will follow with the next presentation. So, Eva Ecker from the University of Ghent. We're listening to you. Thank you very much, Eva. Hello everyone. I will present to you one of my working papers. It's written in Dutch, but I'll present it in English. And it's about the Belgian protection policy towards Yugoslavs in the 90s. So the paper starts with a very brief introduction of the Yugoslavian war. It started in the 90s, but it truly escalated in 1992 in Bosnia. And there were two kinds of victims of this war. The first one are victims of ethnic cleansing. And those victims were covered internationally by the Geneva Refugee Convention. There were a second kind of victims. Those were the victims of the general war situation. And those were covered supranationally by the European Convention of Human Rights. However, if we look at Belgium, we see that Belgium provided a protection status for the individually persecuted people, so the victims of ethnic cleansing, but there was no such a status for the war victims. And this is kind of interesting because UNHCR asked for such a status for a long time already, and other countries also provided such a status. So Belgium was behind on this. So my research question is, how did Belgium react in those Yugoslav cases where other countries did provide temporary protection? So I'll first have to explain a bit how the Belgian asylum procedure worked at the time that the Yugoslavs came to Belgium. And the asylum procedure was split up in two phases. The first one was the eligibility phase, which was a kind of a first selection procedure based on formal and easily establishable criteria, such as, for example, Belgium being the first country of asylum. There was, however, a special one, kind of controversial, and this was called the double 5% rule, which meant if you were from a nationality that in the previous year had more than 5% of all the applications where the recognition phase of recognition rate of less than 5%, your application could be considered ineligible. You could detest, you could go against this decision and ask for a reconsideration with the Minister of Justice or the Immigration Office. But the Asylum Office, the CGRS, had to give a binding advice. It was binding for the Immigration Office, but not binding for the decisions of the Minister of Justice. Some criteria could only be decided upon by the Minister of Justice. There was also a special provision here. The CGRS could give the advice that the application was ineligible. However, they could give the advice to not return this person to the country of origin,
because they were of the opinion that that person's life would be in danger. And that decision was also it was possible to appeal this decision as well. The second phase in the asylum procedure was the recognition phase, and that was done by the Belgium Asylum Institution, the CGRS. But again, only refugee convention refugees could be recognized by the asylum institution. This decision was also open for appeal at a separate appeal institution only for refugee cases. So to give you an idea, there were two kind of waves of asylum seekers in the Yugoslavian war. The first one was between 1991 and more or less 1995. And those were mostly Bosnians in Europe. And the second one was starting from 1998, and those were mostly people from Kosovo. And I'm going to explain to you the reaction to both phases in the war. And it took a long time for Belgium to install such a temporary protection status. In 1991, the CGRS, so the Belgium Asylum Institution, was kind of a creative protector. They were of the opinion that most Bosnians were no refugees. However, they tried to give some protection to them at least, because they felt there was a protection need. They gave the benefit of the doubt. They decided to apply the Refugee Convention rather broadly. They also decided to apply the non-return clause and not apply the double 5% rule. So those were the instruments they used to give them some protection at least. In 1992, the asylum institution asked the Belgian government to provide such a temporary protection status. However, the immigration office was very reluctant, as they were of the opinion that that would create a pull effect, more people to Belgium. And the Belgian asylum institution was quite outraged by this opinion, and they then decided to just pause all decisions on Yugoslav asylum cases, because that was the only protection then they could provide. In the summer, something happened. The competences of alien cases was transferred from the Ministry of Justice to the Ministry of Interior. And soon after, things start moving, and the government finally decided to develop a temporary protection status. And it looked like this. So the temporary protection status was not written in the law. However, it was written in a circular note. The protection status was not granted by the asylum institution, but by the immigration office, right before the asylum institution rejected the asylum application in the eligibility phase, so the first phase. The protection lasted for 6 months, however, it could be renewed every time. And it consisted of shelter, health insurance, temporary access to the labor market. There was one condition, however, if you got a temporary protection, your asylum application was suspended in the end. And we see that the statute was granted a lot in 1993. Almost 4,000 people got temporary protection that year. However, in the fall, the immigration office decided that the status was granted too liberally, so they, from then onwards, they only provided it to Bosnian asylum seekers. And in 1994, the status already started phasing out. So in the fall, they already started again with processing asylum applications that were before suspended. In March of 1995, the final temporary protection status was granted, but from then onwards they started applying some kind of rather liberal immigration policy for Bosnians, and the conflict formally came to an end in December of 1995 with the Dayton Agreement. In total, we see that only 16.5% of the Bosnians were recognized as a refugee
so that's a rather low percentage of people that got refugee protection. If we look at the aftermath policy, we see that in 1996 the asylum institution had rather liberal policy intentions. However, if we look at the outcome of the policy, we see that not a lot of Bosnians got refugee protection in the end. In the fall of 1997, they started providing some ad hoc policy measures of toleration. Again, not written in the law, but through circular notes. But those were not very popular. They were not used a lot in practice. However, most Bosnians could stay in Belgium through a regularization. There were also some voluntary return programs. However, they were also not very popular. And soon after, the Kosovo crisis started. And we see that in the spring of 1998, the Serbian government started to invade Kosovo. And in Kosovo, just as in Bosnia, there were both victims of ethnic cleansing and general war victims. And soon after this invasion, the Belgium Asylum Institution, the CGRS, asked the government again to provide such a temporary protection status. However, they were quite reluctant to do so because there were European negotiations going on for a European temporary protection status. So in the meanwhile, they kept treating asylum applications, but they figured most applications were ineligible because a lot of them, a lot of Kosovars who claimed to be Kosovar were actually not Kosovars but Albanian people, and also a lot of them already asked asylum in Germany, so Belgium was not the first country of asylum. However, those who were eligible, they got a high recognition rate, like 57%. In 1999, the NATO started to intervene, and there were a lot of bombings in Kosovo, which led to a quite big exodus of Kosovars to Western Europe. And we see soon after the Belgian government couldn't wait anymore for this European status, and they decided to develop a temporary protection status after all. It was quite similar to the protection that Bosnians got a few years back. But the protection status was rather short-lived, as in September it was already dismissed, so no new protection statuses were granted anymore, which is quite remarkable if we know that after that time a lot of new people still applied for asylum, and which is even more remarkable that they started with return operations, also forced ones, rather soon. So even though a lot of asylum applications were still happening. Yes, perfect. I'm going to my comparative conclusion. So if we look at both conflicts, we see that the Bosnian conflict was way longer than the Kosovo one. And the Bosnians were also lower in numbers. There were way more asylum applications from Kosovo. The initial response also differed. For Bosnia, the asylum institution said, most of you are not refugees, however, we want to provide some protection at least, even though if it's not a refugee protection. For Kosovo, it was a bit different. They were of the opinion that most of them were ineligible, but those who were got recognized, a lot of them at least. The temporary protection status, it took a long time to be developed for Bosnia because the immigration office was against it, but it only got developed mid-conflict. However, when it was installed, it was almost 3 years valid. For Kosovo, the temporary protection status arrived way faster. However, it was way short-lived as well. And if we look at the aftermath policy, we see that for Bosnian people, there was a liberal immigration policy and also a lot of regularizations, while for Kosovo, in that time frame, that was not the case, and they started focusing on return rather soon. And to finally conclude, we see, of course, this crisis was very horrific. However,
It served as a catalyst for the development of a European temporary protection status and also a European asylum policy all along. Thank you very much. Thank you very much, Eva, for your presentation. We will follow with on va continuer avec la dernière intervention du panel de l'histoire, qui est Andrew Crosby. Vooraleer ik begin, wil ik mij verontschuldigen bij mijn Nederlandstalige collega's, want ik heb alles in het Frans voorbereid, ik heb mijn huiswerk slecht gemaakt. Dus, hoe is dat wel niet, denk ik? Seconde. Dus voilà. Ik hoop dat dat geen probleem is. En mocht het een probleem zijn, aarzel niet op uw hand. Allez, ik kan direct vertalen, pas de souci. Quoi. Donc je vais procéder en français, monsieur, hein, pas de souci. Voilà. Je dois aussi dire un truc à Franck. En fait, ma correction, je n'ai pas su l'envoyer, donc c'est pas que j'ai pas lu ton mail, mais finalement, les corrections ne sont pas dans le PowerPoint. Donc, de suivre. All right. Et je lance vite mon chrono, comme ça. Je m'en occupe, tu sais. Non, mais c'est aussi bien que le souci de soi, comme disait Foucault, se autodiscipliner, c'est quand même important. Donc, voilà. All right. Donc, en fait, je pense être un peu un ovni dans ce panel parce que je ne suis pas du tout historien et bien qu'il y ait une perspective historique dans mon travail, c'est en fait plus secondaire pour moi, la question historique, parce qu'elle sert plus comme instrument pour décrypter le présent. C'est-à-dire qu'à travers une généalogie de l'Office étranger, ce que je veux faire, c'est de montrer comment, on va dire, les narratives orthodoxes aujourd'hui par rapport aux migrations sont très proches, on va dire, du discours de l'Office étranger, mais que, voilà, ce n'était pas toujours le cas. Et donc moi, à travers cette généalogie d'une institution, une administration qui est la sûreté publique d'abord, et ses transformations à travers le temps, d'abord en police des étrangers et ensuite en office étranger, ce que je vais essayer de faire par là, c'est d'un peu remettre en avant les conflits sur la définition du problème et les solutions politiques qui sont proposées, les discours, les catégories qu'on utilise en termes migratoires. C'est un peu faire écho justement au travail de Abdelmalek Sayad sur immigration et pensée d'État. Et voilà. Et donc l'idée aujourd'hui, en fait, c'est à travers cette généalogie de parler ou de dialoguer plutôt avec des notions telles que justement tout ce qui est l'industrie migratoire ou l'autonomie des migrations, qui sont des théories très intéressantes et pertinentes parce que là où il y a eu tout un focus pendant un certain temps sur les pratiques étatiques ou législatives, elles ont mis la focale sur en fait comment les migrations se font à travers toute une série d'acteurs non étatiques, ou voir comment les frontières se font et se défont toujours à travers des processus sociaux mis en œuvre par des acteurs non étatiques. Alors pour aller vite, je passe déjà mes slides sans faire exprès. Donc pour aller vite, voilà, je trouve que bien que ces théories soient très intéressantes et pertinentes, quelque part en fait, le rôle de l'État est mis dans une sorte d'angle mort épistémologique auquel il faut penser. Je crois que voilà, l'objectif, ou peut-être un peu difficile à atteindre, que je me suis mis devant, c'est d'essayer de réfléchir à comment on peut penser un espace social dans lequel à la fois les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques, les acteurs commerciaux, les acteurs non commerciaux, ainsi de suite, en fait, interagissent, rentrent dans des rapports sociaux, des rapports de pouvoir, et qui finalement donnent forme à la manière dont on conçoit les migrations, les politiques publiques en matière d'immigration, et ainsi de suite. Donc, objectif peut-être un peu trop ambitieux, mais bon, voilà, on est ici pour réfléchir. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Alors, j'essaie de faire ça à travers la généalogie de l'Office étranger, parce que je crois que bon, l'histoire belge de l'Office étranger ou l'immigration est hyper intéressante. C'est pas ici que je dois le dire, je prêche les convaincus, j'imagine. Mais ce qu'on voit beaucoup à travers cette histoire, c'est justement qu'il y a énormément de luttes entre administrations pour définir ce qui est
légitime en termes de mouvement international. Voilà, et donc mon cas théorique, c'est un peu de articuler la thèse de Torpey sur l'invention du passeport. Donc Torpey nous parle de comment l'État a monopolisé les moyens légitimes de mouvement, et avec en fait une perspective plus bourdieusienne qui dit ben non, en fait, c'est pas l'État qui monopolise, l'État se construit en monopolisant. Et il y a quand même une différence une belle nuance, je trouve, parce que c'est pas comme si l'État précède la monopolisation, c'est en fait à travers des agents étatiques d'administration intéressés à se constituer eux-mêmes en tant que noblesse d'État, là je prends vraiment les termes de Bourdieu, qui font l'administration, qui va faire l'État. Donc c'est à travers ces processus de monopolisation que l'État va se forger. Et une deuxième nuance que je voudrais mener en articulant ces deux penseurs, c'est justement, c'est pas tellement la monopolisation des moyens de mouvement, c'est plus une lutte pour l'accumulation du pouvoir de définition de ce qui est un mouvement légitime. Je sais, c'est compliqué de le dire comme ça, mais mon papier, il est articulé comme ça, donc il vaut mieux que je vous le dise. Alors, bon, je vais passer tout de suite à la périodisation. Je skippe un peu les questions méthodologiques, alors que je sais qu'elles sont hyper importantes, peut-être qu'on peut en revenir plus tard si nécessaire, mais grosso modo, je me suis basé sur des données d'archives qu'on trouve en ligne. Je ne suis pas historien, donc je n'ai pas été dans les vraies archives. Donc voilà, donc j'ai découpé cette période en 3. Il me reste 10 minutes pour le faire, donc je vais aller un peu vite. Alors, première configuration, c'est plus ou moins, avec la naissance de l'État belge, il y a l'administration de la sûreté publique qui est créée, et je l'ai délimité jusqu'en 1897, ce moment où en fait la loi sur les expulsions des étrangers devient définitive. Il faut savoir qu'en 1835, au Parlement, on adopte une loi sur l'expulsion des étrangers, mais qui suscitait énormément de débats, parmi surtout les plus progressistes au Parlement. Et donc, tous les 3 ans, cette loi devait être renouvelée, quoi. Et finalement, en 1897, on dit, bon, on arrête, elle devient permanente, quoi. Et donc, en gros, dans cette configuration, ce qui se passe, c'est que, non pas l'Office étranger, à l'époque, c'est la Sûreté publique, est une administration qui n'a pas encore sa place. Et elle est fort critiquée. Elle a très peu de moyens. En plus, ses compétences, elles sont un peu partagées en termes de renseignement. Il me semble que c'est la gendarmerie et la police communale avec qui elle partage ses compétences. Pour la mise en œuvre de sa politique, elle doit fortement compter sur les communes, mais bon, on est dans un esprit encore très libéral du XIXe siècle, donc il y a vraiment cette décentralisation et donc un peu une guerre des compétences entre le central et le communal. Et voilà, donc, et en plus, une fois que la paix avec les Pays-Bas est signée, le rôle de la sûreté publique, elle est un peu remise en question, elle ne sert un peu plus à rien en fait. Et donc, il y a surtout un certain Alexis de Hody, qui devient administrateur général aux alentours de 1838, quelque chose comme ça, qui va être ce personnage qui va ancrer la sûreté publique dans le champ bureaucratique et du pouvoir belge, quoi. Et il va faire ça de 3 manières, plus ou moins. Il va, à travers l'interprétation de textes légaux, normatifs, il va vraiment mobiliser son capital juridique. Il va aussi marquer son territoire. Et puis, il va surtout mettre en place un système d'identification qui, bon, on connaît tous le bertillonnage grâce aux travaux de Gérard Noiriel, mais je crois que Alexis de Hody le précède quand même de quelques décennies. C'est peut-être intéressant que... Autant les Américains disent French fries, mais en fait c'est des frites, ils sont belges. Je crois qu'aussi le bertillonnage était précédé par la Belgique, quoi. Donc je crois que c'est un point qu'il faut mettre peut-être à l'agenda pour l'historien, je ne sais pas. Voilà, donc, alors voyons rapidement, on va voir, donc Alexis de Hody, il devient administrateur général en, il me semble, 38 ou 39, et très vite on va voir que la production de circulaires par rapport à tout ce qui est passeport, étranger, etc., va exploser, quoi. Donc il va vraiment développer une jurisprudence alternative, donc il va écrire beaucoup, et surtout, en s'adressant très souvent au gouverneur, il va rappeler à l'ordre, en fait, les bourgmestres pour leur dire, vous n'avez aucun droit de viser les passeports des étrangers, c'est ma compétence, donc veuillez arrêter de faire ça et me renseigner sur ça. Donc il va vraiment marquer son territoire. Vous pouvez lire ça peut-être plus tard si vous voulez, mais voilà, le temps presse. Je l'ai mis parce que c'est beau. Une autre chose, c'est l'interprétation des lois. Qu'est-ce qu'il va faire, Alexis de Hody? En gros, la loi sur les expulsions protégeait
l'étranger contre l'expulsion arbitraire de la sûreté. Mais il est malin, Alexis de Hodie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se baser sur toute une série d'anciennes lois sur la mendicité, le vagabondage, et ainsi de suite, et il va établir en fait l'équivalence entre un étranger dont les documents ne sont pas tout à fait en ordre et un vagabond ou un mendiant, quoi. Donc, et voilà. Nouveau, il y a encore plein de détails super fascinants, mais il n'y a pas le temps. Et donc, il va faire ça. Ensuite, je ne vais pas le faire ici, mais son système d'identification, il y a les travaux de Luc Koenigs qui sont super intéressants. Ça va être quelque chose qui va en fait être hyper utile parce que la sûreté publique va accumuler tellement d'informations qu'elle va devenir quelque part un acteur indispensable dans le champ bureaucratique belge, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que Hodie, ben, finalement, il n'a pas été trop bête, il a très bien travaillé d'un point de vue purement de son administration, parce que ce que vous voyez ici, c'est donc les expulsions au XIXe siècle, on va dire, et que malgré qu'il y ait une loi sur les expulsions, en fait, la vaste majorité de ces expulsions ne se font pas du tout selon le cadre légal, mais se font de manière complètement administrative, quoi, sans donc les protections qui étaient inscrites dans la loi de 1835. Voilà. Donc, première configuration. Voilà, 5 minutes. Deuxième configuration, ça va être un peu plus rapide, parce que donc, la sûreté publique est plus ou moins établie, mais on voit à partir des années 30 ce qui se passe. Ben, on connaît tout ça un peu très bien, c'est un peu le début des vraies politiques migratoires, c'est le recrutement massif, peut-être pas encore très systématisé, de la main-d'œuvre étrangère, et donc il y a d'autres acteurs qui viennent définir ce qui est légitime et illégitime en termes de politique migratoire, quoi. Et donc, en fait, ce capital symbolique de la sûreté, de définir ce qui est légitime ou pas, va être divisé avec d'autres acteurs. Bon. Néanmoins, bon, elle n'a pas trop le choix, la sûreté publique, et donc cette nouvelle configuration, elle va quand même permettre d'ajouter des nouveaux critères pour étendre son pouvoir administratif, et notamment tout ce qui est matière en termes d'inscription à la commune, ou les permis de travail, etc., vont devenir des moyens de quand même avoir les informations sur les étrangers, mais de ne pas leur donner un titre de séjour, et donc de pouvoir les expulser de manière administrative plutôt que via un arrêté royal, comme le prévoit la loi de maintenant 1897. Quand la guerre s'approche, je skip ici évidemment, bon, ça c'était donc des extraits de circulaires qui montrent à quel point ça leur permet d'interpréter les arrêtés royaux à leur faveur. Je peux te filer ça, ben voilà. Donc, après, instrument sur la guerre arrive, on adopte c'est quoi qu'on appelle ça encore, un arrêté-loi qui en fait recentralise tous les pouvoirs en termes de migration vers la sûreté publique, publique, et le ministère de Justice, qui est le ministère de tutelle. Et en fait, cet arrêté-loi, qui devait ne plus être en vigueur avec la fin de la guerre, va être maintenu jusqu'en 1952. Donc, en fait, on étend un peu l'état d'exception, justement pour ne pas repartager ses compétences avec d'autres acteurs et ministères. Alors qu'on sait justement, on l'a vu ici, hein, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, il y a la commission tripartite de main-d'œuvre, l'office étranger, la sûreté à ce moment-là n'est qu'un petit acteur en fait parmi tout le monde. Et donc, à nouveau, une stratégie pour contourner ces compétiteurs, on va dire ça comme ça. Alors, toute dernière configuration, ce qu'on voit beaucoup plus à partir de la fin des années 60, c'est la société civile qui se mobilise. Donc, il y a notamment, par exemple, la grève à l'UCL en 69-70, mais il y a aussi les travailleurs immigrés qui commencent à acquérir leurs droits, à se mobiliser. On l'a vu très bien dans les présentations précédentes. Et en fait, ce qu'on voit, du coup, aussi les tribunaux commencent petit à petit à rentrer dans le jeu. Et ce qu'on voit surtout dans les travaux parlementaires pour la loi qui va devenir la loi de 80, c'est que, en fait, la police des étrangers, donc à ce moment-là, est fortement délégitimée, quoi. Et donc, si vous lisez les travaux parlementaires de l'époque, il y a beaucoup de passages où le ministre même dit « Ouais, mais je voudrais quand même limiter le pouvoir discrétionnaire, le mien, de l'administration, et que tout soit clair, quoi. » Et donc, et là je vais aller hyper vite parce que c'est les travaux d'autres personnes, notamment Virginie Guiraudon ou Didier Bigot. La stratégie d'une administration comme l'EE, ça va être de rentrer dans cette stratégie d'européanisation
Et donc vous connaissez un peu peut-être les forums internationaux de la fin des années 70, deuxième moitié des années 80. Ce sont des forums internationaux où ce ne sont pas les politiciens qui se réunissent, les ministres ou les diplomates, mais ce sont vraiment les technocrates. Et qui vont parler de politique migratoire selon les termes qu'eux choisissent. Et donc, des gens comme nous, académiques qui font des recherches, ou des gens d'ONG, de la société civile, ne sont pas invités à ces forums. Et donc, c'est de là le tournant sécuritaire, qui après est mis en œuvre totalement en Belgique. Je vais aller très très vite, juste pour vous dire, voilà, le grand tournant du coup, donc en plein processus d'européanisation, en 93 on passe la loi sur les centres fermés en Belgique, la loi Tobac 93, et on voit vraiment à la fois le budget de l'Office étranger exploser, on voit aussi ici la courbe à partir de 94, le personnel ne fait qu'exploser de plus en plus. Donc ici à nouveau la stratégie de l'OE à travers cette européanisation est gagnante. Je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment au niveau de l'État et même sociétal, hein, c'est très difficile, de discours, on va dire, hétérodoxes, d'opposition, et qu'on reproduit très facilement, en fait, cette orthodoxie, pardon. Voilà, donc, pour conclure, bon, il y a des choses qu'on sait, hein, désolé, j'enfonce des portes ouvertes, donc on sait très bien les catégories, les narratifs, ben voilà, elles sont évidemment socialement situées, et ainsi de suite. Mais ce que je voulais aussi dire par ceci, c'est que à la fois, l'État s'est fait à l'intérieur de cette industrie migratoire. Pourquoi? Parce que en fait, la compétition entre bureaucratie ou administration est aussi une compétition pour des ressources matérielles. C'est une question de budget, c'est une question de personnel, mais c'est évidemment aussi une compétition pour des ressources non matérielles. C'est être reconnu comme une institution légitime qui a quelque chose à dire et dont la vision est celle qui va être portée et consacrée par l'État, quoi, et qui va aussi structurer, peut-être pas la pensée du monde académique, mais certainement l'opinion publique, quoi. Aussi parce qu'à travers la manière dont on a problématisé l'immigration, on a aussi contribué, l'État a contribué à ce qui est aujourd'hui l'autonomie des migrations. On sait très bien, par exemple, qu'une fois qu'un canal migratoire est ouvert, comme le dit c'était Douglas ou David Massey dans les années 90, en gros, ça va avoir un effet de causalité cumulative, c'est-à-dire que les premiers migrants vont avoir peut-être des coûts majeurs pour venir ici, mais que petit à petit, il y aura quand même un espèce de réflexe, pas de réflexe, mais de retour qui va faire que les prochaines vagues vont être plus faciles. Et donc de là, voilà, la nécessité d'essayer de réfléchir à un espace qui intègre État, non-État. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait même penser à empire, parce qu'évidemment, penser en termes d'État, ben, comme le disait Martin ce matin, la migration n'est pas juste une question nationale. Et donc il y a aussi les rapports entre États, les rapports entre les acteurs commerciaux et ceux sont en but lucratif, et puis aussi un peu ben, quel type de règles façonnent ces rapports, quoi. Donc, j'ai combien de temps encore? Non, là, tu débordes. Et plus de temps, je déborde? Ok, mais j'ai fini. Ce que je voulais dire, c'est que à la moitié des années 90, et je vais arrêter là, il y avait des débats qui étaient fascinants sur le control gap debate ou le liberal paradox, où en gros on disait mais comment ça se fait que malgré la fermeture des frontières, on accepte encore une immigration non choisie? Et je trouve que bien que ces analyses étaient certainement très intéressantes pour montrer aussi toute une série d'autres acteurs, en fait elles ont reproduit de manière irréfléchie le discours d'un acteur comme l'Office des étrangers qui disait on a perdu tout contrôle sur l'immigration, il n'y a plus de souveraineté qui vaille, et donc en disant qu'il y avait ce souci, comment ça se fait qu'on continue à accepter l'immigration non choisie, donc en parlant des termes d'autonomie, d'immigration et ainsi de suite, inconsciemment on a reproduit en fait le discours, la doxa, voire l'orthodoxie de l'État. Voilà, merci beaucoup. Et Un tout grand merci à Andrew. Je vais récupérer l'ordinateur. Voilà comment ça va se passer. Il est 12h05. Nous avons le grand plaisir de recevoir professeur Kasteker pour jouer les rôles de discutant. Eerst en vooral dank u wel voor de uitnodiging. Het zijn 3 historici en zowaar een niet-historicus, wat natuurlijk altijd leuk is voor de interdisciplinaire overeenkomst. Martin sprak over de discrepantie tussen enerzijds het wetenschappelijk discours en anderzijds
de bevolking, een deel van de publieke opinie. Misschien ligt het aan ons ook dat de academische kaste in een eigen taal spreekt en niet meer de taal van de talen van België gebruikt. En dat we alles in het Engels doen, maar ik wil daar niet verder op gaan. Mij is gevraagd geweest om in te gaan op de lezingen in de taal die zij gebruikt, dus het wordt nu Engels en Frans. So the strategy of the Christian pillar of the labor movement to highlight, je parle en français aussi. Strategy of the Christian pillar of the labor movement to highlight ethnic diversity in their organization campaign, so unity through diversity, while the socialist pillar rather had a recruitment strategy based on a common class identity, and ignoring ethnic diversity is one of the historical developments we see in Belgium that starts already at the beginning of immigration, beginning of labor migration, that is in the early 1920s. And we see this also in her presentation, zowel in the female as in the male Christian workers movement. We see this openness to ethnic diversity. We see it also in the support for family reunification. Hagar, you mentioned that it was mainly because que c'était plutôt que la migration familiale est envisagée par le gouvernement belge que dans une perspective de peuplement, le rapport Sauvy et la nécessité pour combler le déficit démographique. Je considère qu'il y a quand même des autres raisons, notamment une stratégie patronale qu'on voit très clairement dans le patronat minier qui s'est très développé d'attirer la famille aussi afin de stabiliser les mineurs d'origine étrangère et aussi compter sur les fils de cette famille-là. Mais ce n'est pas seulement le patronat, aussi les syndicats, surtout les syndicats chrétiens soutiennent fortement l'immigration familiale, mais aussi l'Office des étrangers est en faveur de l'immigration familiale parce que les hommes seuls, c'est quand même un grand danger. C'est mieux qu'ils sont là avec leurs femmes et les enfants, qui sont plus calmes et ils travaillent mieux. Pour toutes ces raisons-là, la Belgique a toujours soutenu l'immigration familiale en contraste avec, par exemple, ce qui se passe en Allemagne. Aussi, les syndicats, surtout les syndicats chrétiens, soutiennent fortement l'immigration familiale et ignorent dans leur campagne de recrutement largement la population des hommes seuls flottants qui arrivent, qui restent quelque temps, qui rentrent chez eux. Puis l'immigration familiale, c'est plus que le peuplement, le repeuplement de la Belgique. Cette politique familiale est bien connue pour les ouvriers mineurs, pour les régions minières, pour le Limbourg et la Wallonie, mais la spécificité du cas de l'immigration ouvrière vers la Bruxelles, c'est beaucoup moins étudié par les historiens, et surtout les années 60, c'est en fait très peu connu comment cette immigration familiale se déroulait. Comment pensez-vous de reconstruire les trajectoires migratoires des femmes marocaines et turques, mais pas seulement le voir comme une immigration familiale, c'est aussi une immigration de travail. Parce que par exemple, les études qui sont faites pour Gand, on voit dans l'immigration turque féminine, c'est une immigration de travail aussi. Ce n'est pas seulement une immigration de familiale. L'autre volet de votre recherche, c'est analyser l'action immigrée des femmes féminines. Mais je me demande comment vous pensez d'analyser cette action au niveau local. Pour Stijn, l'immigré also, no, sorry, I have to speak the language you used. L'immigration, also labor immigration, brings in we see clearly in your case that immigration, also labor migration, brings in new political issues related to the countries of origin or a more global politics. The acceptance of the necessity of labor migration by the trade unions made that they agreed on people coming. At the same time, they insisted on organizing them. This is as well the reasoning of the socialist movement as the Catholic movement. The socialist movement had also, certainly in the 1950s, had also its foreign militants working to recruit immigrants into their ranks. You see it very clearly with the Algerian migration. There is very clearly this colonial issue is very important within the socialist movement.
the support for the Algerians fighting for the independence of the FLN is very clearly also in the trade union movement, but also generally in the socialist movement in this town here in Sint-Joost-Synode. The mayor knows the leader, one of the important leaders of NLN, is living here in Sint-Joost-Synode, but he doesn't declare him to the OE. The OE doesn't know he is here. So you have this whole socialist solidarity at the end of the 1950s with the decolonization of the FLN. Concerning your cases, I found this very interesting about the peace movement, but how do you, except for using this newspaper, how will you try to disentangle the policy of the trade unionists of foreign origin, the trade union movement? Is there access? How were those people recruited? Mostly the refugees who were recognized by UNHCR as refugees, I think, as far as I know. But maybe there is some information in the states, in the public, in the staatsveiligheid, the sécurité publique. Peut-être là, il y a des sources à explorer. Je pense que vous devez aller au-delà de ce journal pour travailler, pour comprendre ce qui se passe en fait. Finalement, il y a, je ne vais pas commenter sur Eva parce que je suis son promoteur. Elle en est marre d'avoir mes critiques. C'est peut-être mieux que quelqu'un d'autre le fait. Puis le dernier que je dois encore demander quelques questions, c'est Andrew. Je suis très intéressé, je trouve très intéressant. Je suis en général assez d'accord avec les trois étapes de ton généalogie de l'Office des étrangers. Mais je pense que vous sous-estimez un peu l'État libéral. L'État libéral y inclut le pouvoir judiciaire. Vous parlez de Houdi, je pense. Le plus important, ce que Houdi a fait, ce sont ce que vous avez évoqué, mais en plus, ce qu'il a fait, c'est de définir le statut de résident. Dans la loi des étrangers, il y a le statut d'étranger résident, c'est celui qui on ne peut pas mettre à la porte facilement, qui est protégé. C'est Houdi qui, dans l'affaire de Madame, comment elle s'appelle? Oui, une Anglaise, oui, mais elle a un nom. Hein. J'ai lu ton livre, donc je sais de quoi tu parles. Oui, mais je... Il y a une dame anglaise, il vient ici en 1843. Elle travaille pour une famille, la famille part, elle reste ici et Houdi dit qu'elle doit partir. Elle n'est pas inscrite. Mais elle dit, quand elle obtient l'ordre de quitter le territoire, une expression administrative, que c'est contre la loi. La loi des étrangers qui protège tous les habitants de la Belgique. Et aussi dans la Constitution, explicitement, les étrangers sont protégés. Elle va à un cours, le cours leur donne cette dame raison. Vous avez raison, vous êtes ici depuis 3 années, hein, vous êtes un habitant de la Belgique, il ne peut pas t'expulser comme ça. Même le tribunal plus haut, au Van elle obtient gagne de cause, on ne peut pas expulser quelqu'un comme ça. En Belgique, l'État arbitraire doit être un État musclé, ce n'est pas possible, on doit avoir un État qui se restreint. Mais finalement, Houdi fait appel toujours, le cours d'appel, le cours de cassation, et dans le cours de cassation, il obtient un gain de cause. Une personne ne peut qu'être un étranger résident si il est registré, si l'État a donné son accord qu'il ou elle peuvent s'installer. Et ça, ça a été toujours une discussion fortement. L'Office étranger ou la Sûreté publique peut avoir une emprise totale. Ils ont obtenu une emprise totale sur les étrangers pendant la période 1939 et 1951. Mais ça, c'est l'exception. En 1952, la loi de 1952, une loi infameuse, mais c'est une loi qui réinstaure la protection de l'étranger résident contre la volonté de l'OE et celui-ci dans une période,
la période de la guerre froide, où la guerre froide est presque une guerre chaude. Hein. C'est quand même une exception, un exemple de la force des normes libérales en Belgique pour protéger l'étranger résident. Une autre remarque que je voudrais faire pour finir, c'est la politique des réfugiés. La politique d'asile, chaque étranger peut venir en Belgique, même irrégulièrement, et on le registre et il peut demander l'asile. C'est quand même une porte ouverte qui est toujours là. Martin dit que c'est presque fini, je m'en doute. Hein, je pense que c'est une lutte au niveau européen. C'est pas du tout clos, cette discussion. Hein, on a encore la politique de réfugiés, la politique d'asile, et les statuts de réfugiés résistent. C'est une porte ouverte pour tout le monde, en fait, pour repérer dans ces populations les réfugiés qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui ont besoin d'une protection. Est-ce que c'est pas... Pourquoi est-ce qu'on a une politique de réfugiés? Est-ce que c'est pour adhérer aux normes, aux droits des hommes? Probablement, c'est un aspect. Mais c'est peut-être aussi l'Office étranger qui veut avoir une politique de réfugiés, parce que c'est très difficile de maîtriser les réfugiés. Ils n'ont pas de place d'aller. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. C'est différent des autres étrangers. Ils peuvent rentrer chez eux. Peut-être l'OE a dans une perspective rationnelle de gérer l'immigration, ouvert cette porte, a contribué à ouvrir cette porte. Ce n'est pas seulement une question de droits d'homme, c'est une question aussi d'une politique d'immigration efficace, hein, d'exempter les gens qui viennent qu'on ne peut pas se débarrasser. C'est aussi légitimer l'expulsion des autres. L'autonomie des migrations, c'est peut-être déjà, et c'est aussi lié aux normes libérales, c'est aussi lié à ça, mais c'est aussi la construction de la migration, immigration management, took into account this autonomy of migrations in its most express form, according to me, which is refugee flights. Ok, c'est bien. Thank you very much, Mr. Kesteker. As you explained, you didn't want to discuss the paper of Eva, so I will do it. I'm not historian. I'm studying political science, so some of my question could appear bizarre for you, and I'm sorry about that in advance. And the second precaution is that I have made my question based on your Dutch paper you mentioned, and Dutch is not one of my specialty, and I'm really sorry about that. So some question could appear a bit useless regarding to your presentation now, but well, let's try. So my first question would be, how was the transition to adopt temporary protection statute? So specifically for the case of Yugoslav people, how was this temporary protection status perceived by the actors involved, by the refugees themselves, I said? Is there maybe any evidence that analyzes this particular historical episode from the point of view of those who were first affected by these statues? And I don't know if it's a perspective that is used in historical studies, but of course, do we, for example, have any testimonies from Yugoslav refugees who were the subject of these specific statues and their point of view on these specific statues, and maybe particularly in relation to other refugees of other nationalities and therefore of other statues that they may crossed during their migration. And I'm asking this question because the subject of your speech reminds me more recent episode of reception of Ukrainian refugees who were also granted specific temporary protection status in the context of Russian invasion. And we know that within the refugee solidarities movement, these specific statues of Ukrainian may
appears to some actor involved as a privileged status, hence the interest in studying this episode from the point of view of refugees actors. Maybe you have elements for that. But this brings me to my second question. I hope the first was clear enough. So my second question, to what extent have this experience of managing Yugoslav refugees crisis in 90s influenced or shaped current asylum policies in Belgium, but also on European level, and in particular the recent case of Ukraine refugees who, as I said, have also received specific treatment in this regard. Can we make any link, formal link between those two episodes, and between the way how authorities try to manage those specific moments? I still thank you very much for your presentation. Je propose du coup de laisser la possibilité, dans l'ordre des interventions, de répondre aux interpellations des deux discutants. Et puis après, je propose de prendre encore quelques remarques ou questions dans la salle, avant quoi nous ferons une pause. Merci, merci Franck pour tes questions. Alors effectivement, dans le cadre de ma présentation aujourd'hui, j'ai vraiment mis en évidence ce rôle qui était attribué aux femmes immigrées dans le cadre de ces années 60, parce que je voulais justement mettre en évidence la perspective dans laquelle est construite, dans laquelle est rédigé plutôt les accords bilatéraux des années 60, où on ne prévoit que ces dispositions juridiques qui sont le regroupement familial pour permettre aux femmes immigrées d'arriver. Ce qui explique aussi qu'on a en fait de côté toute la reconnaissance de ces diverses autres identités. Par exemple, on ne parle pas de leur droit du travail, leur droit au travail, de leur droit au logement ou à la reconnaissance de leur identité culturelle, religieuse, etc. Et donc effectivement, les raisons sont multiples pour encourager cette immigration familiale, les raisons économiques pour fixer la main-d'œuvre étrangère, d'autant qu'on est dans un contexte de concurrence très important entre la France, par exemple, qui recherche aussi cette main-d'œuvre immigrée, bon marché. Et puis aussi la raison que tu mettais effectivement en évidence, qu'on est dans ce contexte décolonial et qu'il y a une réelle peur du métissage de la société, qu'on veut éviter ce métissage et de voir donc ces hommes immigrés, par exemple, avoir des relations avec des femmes belges, par exemple. Et donc, effectivement, on voit aussi cette littérature-là, notamment dans la déclaration du ministre du Travail, Léon Servet, qui met cette très célèbre déclaration en 62, en 64, où il encourage cette immigration familiale, quand on voit les débats parlementaires, ce qui motive réellement cette disposition juridique, effectivement, c'est cette peur aussi du métissage. Alors, concernant ma méthodologie, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, bien, en fait, et là je pense que mes collègues aussi peuvent en parler, mes collègues historiens, l'histoire de l'immigration, s'intéresser à l'histoire de l'immigration nécessite vraiment une certaine motivation, dans le sens où il y a très très peu de sources en fait autour de ces questions-là, et encore plus, d'autant plus lorsqu'on s'intéresse aux femmes immigrées qui ont laissé très peu de traces, je le disais, elles sont en majorité analphabètes, et je mets ici en évidence un profil. Il y a bien entendu une diversité de profils. Stein parlait des militants. Il va y avoir aussi des femmes immigrées marocaines, turques, qui vont développer un discours de militantes et qui vont elles-mêmes mettre en place aussi des structures associatives, mais elles sont une minorité. Ce sont généralement les femmes de ces militants marocains, turcs aussi, qui sont politisés et qui ont un profil en fait tout à fait différent des femmes qui vont être approchées par les structures traditionnelles féministes, je le disais, qui ont un public cible très particulier, les femmes du monde ouvrier, les femmes au foyer, un certain type aussi de public qui ne vont en fait pas du tout s'intégrer dans ces structures-là et qui vont elles-mêmes mettre en place leurs structures. On pense à l'association des femmes marocaines qui est créée en 1974 par des femmes, des militants du RDM, donc du regroupement démocratique des Marocains, qui sont en fait ces Marocains politisés qui fuient le régime d'Hassan II et qui vont s'organiser ici. Mais ce sont
effectivement une minorité de femmes. La majorité de ces femmes ont un profil assez particulier, qui est celui effectivement de la femme qui est généralement une femme au foyer, ou alors une femme qui va travailler de manière intermittente, donc assez particulier. Et donc par rapport aux sources, il y a une réelle difficulté d'étudier ces femmes, et d'autant, je le disais, qu'elles n'ont pas laissé de traces derrière elles. Mon idée à moi était d'étudier aussi bien l'influence que va avoir cette structure, ce mouvement sur ces femmes, mais aussi les influences que vont avoir ces femmes sur le mouvement, et comment le mouvement des ligues ouvrières féminines, donc de vie féminine, va construire en fait sa politique de la gestion de la diversité en co-construction, si je puis dire, avec ces femmes. Et donc pour s'intéresser à cette question des sources, bien heureusement pour moi, Vie féminine a super bien organisé ses archives, et ces fonds sont très très bien conservés. Donc j'ai accès aux archives d'Action immigrée, donc tous les discours qui entourent aussi la création de cette structure, les archives du mouvement, que ce soit donc des archives primaires, les correspondances, les échanges entre les différentes instances nationales, régionales et locales, mais aussi une revue qui est éditée aussi pour les femmes, la revue de Vie féminine, qui me permet aussi d'analyser les discours et l'évolution de ces discours-là. Et concernant les sources des femmes immigrées elles-mêmes, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que d'avoir recours au témoignage, et donc avoir recours à l'histoire orale. Et donc j'ai effectivement, et ça je ne suis pas encore à cette étape-là, mais comme objectif de récolter les témoignages des femmes qui ont participé à ces activités, pour pouvoir justement avoir leur regard et leur retour d'expérience, si je puis dire, sur leur engagement au sein de ces structures. Voilà. Merci. Also from my side, thank you for the questions. I have one reflection and one answer. And first I wanted to reflect on this difference between the Socialist Union on the one hand and the Catholic Union on the other. Because indeed the main narrative within literature, Belgian literature, is that the Socialist Union had this very universalist idea, we're all workers and we should all be treated the same. And the Catholic Union diversified. They had a Turkish section, Moroccan Arab section, Polish, Italian, and so on and so on. And so the discourse becomes that the Catholic Union had an eye for diversity and the Socialist Union didn't. But I very much want to nuance this view, and this is also something I'm working on, because in the end, the final goal of both unions is the same. They wanted these migrants to be incorporated into the union and to devote their time to Belgian issues. And so the idea of the Catholic Union was to have an eye for this diversity, to work specifically on problems within the Arab community and the Turkish community, not to enforce their ownness or not to emphasize their ownness, but to solve their problems by being very specific. And so the idea in the 70s, and this is very typically for the 70s, is that we would solve the problems of these Arab workers so they could become Belgian workers with an Arab background and an Arab culture and an Arab religion. That was fine, but within the union, they had to be integrated as Belgian workers. And I think what is very interesting, or what is needed within the field of history, is that we need to tackle this idea of integration not only by the means of the trade unions, but by these militants and by Moroccan and Turkish guest workers themselves. Because in their embedding themselves with international perspectives, with perspectives of Nasserism, Pan-Arabism, a non-alignment movement, these Arab militants felt they were integrating into a union movement or a labor movement, because this is what they saw happen on the international plan from an activist standpoint. And once in the 1980s, it becomes clear that the final goal is something different, then indeed I see that a lot of them actually leave the labor union. And as Hajar said, they connect to other political franchises that were already active in Belgium, such as Le Regroupement. And so there's also this decision, because the meaning of integration, just as it is today, was very much debated. And then for my answer on your question on where I could find other sources, I should also say that they were never formally recognized as refugees within the Belgian system. As far as the Belgian state knew, for all intents and purposes, they were labor workers or labor migrants as well. And even though they self-identified as refugees or political exiles, as far as I can tell, they never filed for this legal status within Belgium of Europe. And I see two main reasons for this matter.
is that first, if they would file, this would also be information related to the Moroccan government, and indeed the Moroccan government, which was very active in Belgium as well by means of the Amical, which were basically local repression groups. And of course, they already published a magazine that was very vocally against the monarchy. So they were already targets for these Amical. And this leads to violent confrontations in 1975 and 1976 already. So they never pursue this further step to go for a legal recognition as refugees. Then on the idea of where could I find other sources, maybe also having to do with Belgian security, one of the militants that I talked about, the head of redaction of Travail Rabe, he eventually gets rounded up by the foreigner police because he has ties to the Libya regime of Gaddafi. So also this same discourse of a very leftist pan-Arab ideology was then eventually being controlled by the Belgian government. So that could be a way forward for me. Thank you very much, Stijn, for your answers. I give the floor to Eva, maybe. Oh. C'est ça que j'ai dit, mais tout est adaptable néanmoins. Eva or Andrew, one of you would like to take. All right, thank you for your questions. They were very interesting. I also have a couple of remarks, of course. The transition to temporary protection was, of course, it was a big operation because it involved more than thousands of people. And there were some coordination problems with the immigration office and the asylum office. And it caused a lot of frustrations, of course. Regarding the experience of the Yugoslavian asylum seekers, I've read one study that they really did not problematize the lack of a temporary protection status because they never felt threatened during the entire time they were in Belgium. They never felt threatened to be returned. So maybe it's we are problematizing this too much, I don't know. But regarding to other asylum seekers of other nationalities, that was also a kind of interesting remark. I really don't know if there were what the reactions were, but it's maybe interesting to look at it because in some years, Yugoslavian asylum seekers were not the biggest group of asylum seekers. So it's a good remark and I will look into it. What happens? So who was the bigger group? I don't know for sure. I think maybe from Congo or... Yeah, I'm not sure, but I know they are in some years not the biggest. So it might be interesting to look into it. Regarding the link to today, especially with the Kosovo crisis, there was this realization that in Europe a common approach was needed because if you don't have a common approach, then people will start asylum hopping or shopping, and also it's a race to the bottom. So the realization was there that they had to apply a common approach. But of course, it's very difficult because all countries want their own system to be applied. So then the temporary protection status in 2001 was only a minimum approach. So there were still some differences between all the approaches. So it's the problem is not entirely solved. And another big problem is that there is a need for political will. Like in Belgium, there was a long time there was no political will to implement the temporary protection status. Also, the European one, it was established in 2001, but it was only enacted for Ukraine. So, of course, it's still something that's important. If there is a lack of political will, nothing will happen in the end. So I think that was all. But thank you for your questions. I will look into it. Andrew, 5 minutes de réponse. Ouais, ça devrait aller. Dank u zeer, Frank. Ja, ouais, justement, j'allais le dire, c'est Mademoiselle Jones et Baron de Audi. Et voilà, moi,
dans mes souvenirs, et j'ai un peu repris l'article, et surtout dans mes souvenirs de ton livre que j'ai lu et relu et cité des milliards de fois, tellement il est riche en informations, c'est que donc en 48, c'est Mademoiselle Jones qui gagne en cassation, mais ce n'est qu'en 1932 que la cassation change sa jurisprudence. Mais ça fait longtemps et je commence à retourner sur des sources qui citent des sources, donc je ne suis plus allé aux sources originales. Donc voilà, merci pour ce rappel, je vais le faire tantôt. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que quelque part, ça vient juste complexifier davantage ce que je dis, mais pour moi, ça démontre encore plus à quel point il y a une guerre des compétences et il y a à la fois de la concurrence, mais aussi, on va dire, des alliances qui se font à travers à la fois les différentes branches de l'État ou en travers la société civile et l'État, ainsi de suite. Donc, c'est clairement quelque chose à rajouter voilà, pour complexifier l'arène sur laquelle les gens se battent. Puis il va falloir aussi réfléchir à comment je vais agencer tout ça dans un texte. Donc certainement. Et puis en ce qui concerne la politique des réfugiés, c'est intéressant. Tu posais la question à un moment donné, je paraphrase, hein, mais quel est l'intérêt de la police des étrangers, ou aujourd'hui de l'office étranger, dans la politique des réfugiés? Bon, maintenant je n'ai pas la réponse ici, donc j'ai des hypothèses bien entendu, et quelque chose que j'ai peut-être un peu trop rapidement survolé ici dans la présentation, c'est surtout, je pense, à partir surtout de après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que, hein, on va dire, ce champ de bataille pour le pouvoir de définition du mouvement légitime, de plus en plus va s'internationaliser. Et que notamment tout ce qui sont les traités internationaux, que ce soit justement la Convention des réfugiés ou encore le traité de Rome, donc la mobilité des travailleurs, eh ben, contrairement à ce qui est fait après dans l'européanisation des années 80 et 90, est fait par encore d'autres acteurs, d'hommes d'État, diplomatiques. Il y a encore toute la Deuxième Guerre mondiale qui est fraîche dans la mémoire. Et donc on va davantage mettre en avant la question des droits des étrangers, et donc qui va en fait redonner des droits aux étrangers dans un cadre légal, là où l'Office étranger essaie en fait de soustraire les étrangers de l'état de droit pour les soumettre à un état de police, hein, de là aussi le nom de police des étrangers. Et que donc, bon voilà, donc il y a ça. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je pense que, et la loi de 52, je crois qu'elle en témoigne, c'est-à-dire que quelque part, c'est comme une négociation, si tu veux. C'est-à-dire, ok, on va reconnaître des droits spécifiques à des catégories spécifiques d'étrangers, mais de l'autre côté, les personnes qui ne tombent pas sous ces catégories de protection, là, le pouvoir administratif, eh ben, il va s'élargir davantage. Et donc, c'est un peu comme une négociation, une restructuration. Et voilà, donc, ça, c'est mon hypothèse que je soutiens. Et puis, j'ai encore noté les choses, mais je ne sais plus ce que je voulais dire, donc je vais m'arrêter là. Et merci beaucoup, quoi. Merci beaucoup, Andrew. Merci beaucoup à tous les quatre.